Bonjour à tous, nous sommes dans le hors-champ du mois de la photo à Grenoble en compagnie de Philippe Delot Et de Patrick Cockpit. voilà, j'allais le dire, de moi-même, dans le cadre de deux expositions qui se tiennent ici. La première, celle de Philippe Delot, ici présent, qui s'appelle No Pasa Nada et qui a lieu en extérieur au parc Jean Verlac, c'est pas très loin Exact. d'ici. Et l'autre qui De s'appelle... Patrick Cockpit, qui Voilà, s'appelle Passaron et qui est juste derrière vous, mais vous ne pouvez pas la voir puisque vous êtes à l'écran. c'est ce qu'on appelle un Euh, enchaînement fabuleux. Extraordinaire. Claire Nicolas nous a demandé de nous présenter brièvement, mais on va pas le faire parce que ce sera trop long. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec, je crois, Philippe qui avait déjà des questions, J'ai sachant que oui. tout ça, toute cette espèce de conférence un peu improvisée se tient sur le concept, je le disais tout à l'heure, de hors-champ. Qu'est-ce qui se passe à côté des expositions? Qu'est-ce qui amène les expositions? Et qu'est-ce qui les transforme? Alors, au lieu de se présenter chacun et parler de son travail, on s'auto-interview. C'est une méthode qui, vous allez voir, est peut-être pas du tout efficace. Révolutionnaire. Et donc là, on est parti pour 2 heures d'émission. Donc, et j'espère que donc vous allez apprécier ce grand moment de l'histoire de la photographie. Et donc, j'ai tout de suite une question, Patrick, pour toi. Pourquoi, où sont les origines de ce projet Passaron qui se passe donc en Espagne? Pourquoi l'Espagne? Et ça parle de franquisme. Alors pourquoi Franco? Et donc voilà, et en même temps, je suis censé montrer les photos, et donc vous avez des photos de Patrick prises en Espagne, là. J'ai une réponse qui n'est pas une réponse. Pourquoi on choisit un sujet? Tout simplement parce qu'il nous apparaît soudain de façon un peu évidente. Et l'Espagne, en ce qui me concerne, c'est une découverte tardive puisque je suis plutôt germanophile. J'allais passer mes vacances en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne, et un jour, à 17-18 ans, j'ai découvert Séville. Et ça a été une espèce de choc. Je me suis dit, mais c'est possible, on a la lumière, c'est envisageable, le soleil, les gens, la beauté générale. Et tout ça m'a beaucoup frappé. Et en même temps, me frappait l'espèce de chape de plomb du passé franquiste du pays, qui était présente partout et qui n'était discutée nulle part. Et donc le projet prend naissance un peu à ce moment-là. Il a mis beaucoup de temps à se faire. Et le titre est un peu, enfin, et pas un peu, est tout à fait une référence au fameux No Pasaran des républicains espagnols qui avaient ce slogan contre les fascistes, c'est-à-dire ils ne passeront pas. Et pasaron, c'est littéralement ils sont passés, parce que oui, c'est le franquisme, c'est Franco qui a gagné la guerre d'Espagne, et c'est ensuite Franco qui a imposé une forme de fascisme catholique intégriste en Espagne jusqu'en 1975 à sa mort, c'est-à-dire 39 ans de règne. Et Et, l'idée, c'était de montrer un petit peu les stigmates de cette histoire douloureuse qui n'est jamais dite en Espagne, donc de faire quelque chose autour de l'invisible, ce qui me rapproche un petit peu du travail de Philippe. mais alors pourquoi le franquisme n'est pas un sujet plus simple, comme par exemple, t'aurais pu aller en Corée du Nord pour faire des photos, pourquoi C'est tu vrai, l'as pas fait? ça aurait été beaucoup plus simple. Alors justement, je suis allé en Corée du Nord, Ah bah qui est oui. un autre monde encore, et qui a la particularité d'être une sorte de théâtre absurde et tragique dans lequel on est promené, puisqu'on n'a évidemment aucune liberté quand on y est. Et en Corée du Nord, vu qu'on me présentait une sorte de monde idéal, on me présentait une carte postale de pays, j'ai essayé de montrer ce qu'on me montrait pour justement montrer ce qu'on ne montrait pas. J'ai répété cette phrase très longtemps, c'est pour ça. Tu vas peut-être la Et répéter pour le non, public, une non? fois c'est bien. Et ensuite, il s'agissait de répéter un peu la même opération avec l'exposition Passaron, où je suis allé dans des villages voulus par Franco, voulus par l'Institut national de colonisation, qui était un petit peu des villes nouvelles et qui était censé être la vitrine du franquisme, la vitrine de la modernité espagnole. Et là encore, on a cette sensation un peu troublante et un peu angoissante de déambuler dans un décor de cinéma où, en quelque sorte, rien n'est vrai, tout est faux, mais pourtant il y a quand même des gens qui vivent là, et ces gens ont l'air tout à fait vivants et normaux. Mais on a cette sensation curieuse qui rappelle cette chape de plomb du franquisme qui pèse un peu sur les épaules, et peu à peu, à mesure qu'on déambule et qu'on se promène et qu'on enchaîne les villages, qu'on les voit encore, qu'on les revoit à toute heure du jour et de la nuit, eh bien on arrive à une sensation d'étouffement, une sensation d'anoxie. Et c'est là que l'utopie totalitaire franquiste, à l'instar de l'utopie totalitaire nord-coréenne, prend en quelque sorte tout son sens, puisqu'elle se transforme instantanément en dystopie. Et c'est tout le sujet de cette exposition.
On avait dit que ça Bravo. serait drôle, mais jusque-là, c'est pas du tout drôle. Pour l'instant, non. Ouais, pour l'instant, non. On va essayer de faire des efforts Peut-être après. tu veux me poser une question ou deux. Absolument. Le moment, Tu c'est parles de... beaucoup, en fait. Hein. Bah, c'est de te renvoyer les mêmes questions. Ah oui, la même question. Tu exposes un sujet qui s'appelle No pasa nada, qui d'ailleurs fait l'objet d'un livre que je peux montrer ici. On reviendra tout à l'heure sur les interactions entre la photographie, les expositions et le livre. Et No pasa nada donc, est exposé au parc Jean Verlac, en extérieur. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur El Silencio, le silence, pour produire ce que tu appelles un labyrinthe espagnol? Alors déjà, une de mes particularités, c'est que quand je démarre un projet, j'ai aucune idée de ce que je fais. Il y a une forme de conscience que ce projet doit être fait, mais je ne sais pas comment je vais le faire. C'est juste une certitude qui est en fait assez fragile. Et quand il est fini, tu sais pourquoi tu l'as fait ou toujours pas? Et donc là, on va passer pour No Pasa Nada, pour l'Espagne. En fait, tout a démarré lorsque je me suis installé avec ma famille. On a fait un aller simple jusqu'à Madrid, où nous vivons toujours. Et c'est parti de quelque chose d'assez naïf. C'est-à-dire que cette photo qui a été prise au moment de ce voyage, je me suis retrouvé devant un paysage fabuleux, un pays d'une beauté extrêmement forte qui me rappelait les paysages américains. Je me suis dit, mais comment, dans un pays aussi beau, aussi grand, aussi magnifique, on a pu s'entretuer sauvagement comment est-ce possible? Donc c'est une question un peu naïve, on va dire. Et en même temps, je me suis dit, si je veux comprendre ce pays où l'on va vivre, il faut que j'étudie ce conflit. Comment? Je ne savais pas. Et donc, j'ai commencé à travailler sur la guerre civile. Là, par exemple, à aller sur des sites de mémoire, c'est-à-dire travailler à tâtons. Un sujet qui est très complexe et qui a été traité par les plus grands photographes, ou écrivains, ou journalistes, Hemingway, et des journalistes de l'époque, déjà pendant le conflit. Et il y a eu énormément On de peut choses. citer peut-être George Orwell, Arthur Koestler, des gens Voilà, comme ça. exactement. Et puis en fait, le temps a passé, donc j'allais sur les sites et finalement, j'essaie d'arriver à la photo, voilà. Et puis au bout de 2 ans, après avoir ramassé pas mal d'images, j'ai commencé à créer ce qu'on appelle des portfolios, qu'on commence à montrer. En montrant cette photo à une curatrice espagnole, elle m'a dit, mais c'est incroyable, là, tu viens de résumer dans cette photo toute l'Espagne actuelle. Alors que c'est juste une photo d'arbre au flash. Voilà, un pain au flash qui s'enfonce dans la nuit. Et donc j'étais un petit peu intrigué et elle m'a parlé pour la première fois du Silencio, que j'ignorais, et qui est en fait un des secrets les mieux gardés de l'Espagne, où en fait, à la mort de Franco, quand le roi Juan Carlos a pris le pouvoir et installé la démocratie, pour préserver cette démocratie, en fait, il a placé au pouvoir des tas de franquistes qui se sont retrouvés du jour au lendemain des démocrates. Et en fait, ils ont établi un pacte qu'on a appelé le pacte de l'oubli, qui est un pacte qui n'a jamais été signé en papier, où on amnistiait tous les crimes commis pendant la guerre et pendant la dictature. Ce qui fait que il n'y a jamais eu de résorption de ce conflit. Les milliers de gens qui ont souffert ou qui ont eu des personnes disparues ou des enfants volés pendant la dictature, tout n'a jamais pu remonter à la surface. Et du coup, ce silencio, c'est une espèce de chape de plomb, c'est vraiment, on l'appelle le silencio, et c'est quelque chose qu'en général on oublie, on ne connaît pas quand on va en vacances dans ce merveilleux pays plein de soleil et de gens sympathiques. Et pourtant, si vous parlez à n'importe quel Espagnol, il va savoir exactement de quoi ce que vous évoquez. L'autre chose aussi, c'est que le choix de ce sujet, c'est que moi, j'ai une tendance à préférer travailler sur... Ah, ça descend plus. Ah si. J'aime bien travailler sur la distance. Je crois que Jean-Luc Godard disait qu'il fallait au moins 30 ans pour traiter un sujet brûlant.
Ce qui veut dire que le sujet que tu fais maintenant, tu le présenteras à 80 ans. Voilà, c'est ça. Mm. Et après, j'ai appris que Jeanne Calment avait vécu jusqu'à 120 ans, donc j'ai l'intention encore dans 50 ans de démarrer des projets. Tu as encore de la place pour 3 projets. Oh bah oui, C'est bien. Au moins. Et l'autre chose, c'est que j'ai un souci personnel avec le reportage. Dans Hiroshima, mon amour dans Nuit et brouillard d'Alain Resnais, c'est le même réalisateur. Il y a un texte merveilleux de Jean Carroll qui dit que en fait, le reportage, avec ses preuves surabondantes, nous aveugle et qu'on n'a pas le temps déjà de prendre distance. Et surtout, on n'a pas le temps vraiment de rentrer dans ce que l'on voit. Et en fait, en général, on met une barrière, on s'exclut même émotionnellement des images que l'on reçoit. Et lui, il savait de quoi il parlait, parce qu'il avait connu les camps. Et Nuit et brouillard, donc sur la Shoah. Et donc cette idée justement de faire du reportage, non-reportage, avec une distance, et m'intéressait beaucoup. Et ça t'oblige aussi à te réfugier en quelque sorte dans une photo qui relève du symbole, qui est une photo qui relève de l'émotion. Mais ça, on en parle après. Ouais. Alors peut-être avant, on parle de la valeur narrative de tes photos, le côté très littéraire. En fait, moi j'ai une... On parle de ce que tu veux, le mieux c'est ça. Hein, non, mais j'ai une question pour toi. Si tu veux. D'accord, mais si tu veux. Enfin, si tu veux. Non, mais on avait dit qu'on faire une conférence sur toi entièrement. Entièrement, c'est bon, ça me va très bien. Donc du coup, alors le déroulé des photos est complètement improvisé. Et donc là, j'attends vous voyez les photos de No Pasa Nada, et on arrive à la photo de bientôt. Un jour. De Patrick, mais elle est toujours pas là. Donc là, vous avez Franco flou. Et le voilà. Et le voilà. Ça. Alors, pour Franco et moi, alors ça, c'est le même sujet déjà. Hein, alors donc effectivement, c'est un livre qui est sorti. Oui, c'est un vrai livre. Qui est là. Donc, vous remarquerez que j'ai immédiatement copié sa couleur rouge Non, mais la tienne est plus jolie. Toi, elle est plus voyante en même temps. C'est ça. Et alors, ce projet est antérieur donc à Passarone. Quelle était ta méthode de travail là-dessus? Parce que en fait, c'est un projet qui a évolué en lui-même. Je crois qu'au début, il s'appelait Amusons-nous avec Franco, puis c'est devenu Franco et moi. Donc, est-ce qu'il y avait une notion de gag, de provoque aussi, peut-être, par rapport au sujet? C'est un projet qui mélange beaucoup d'humour et de texte. Il a 50% à peu près de texte pour un livre photo, ce qui est assez rare. Et l'humour aussi est très rare en photographie. Est-ce que pour toi, l'utilisation de l'humour, puis on va aussi parler du noir et blanc, parce que c'est un projet en noir et blanc, et Passarone est en couleur. Est-ce que pour toi, il y avait une forme de résistance, ou au contraire d'utiliser l'humour comme protection? Et est-ce que c'est une façon peut-être pour pouvoir regarder l'horreur en face de l'horreur de la dictature? Ouais, on peut évacuer tout de suite le truisme habituel, à savoir que l'humour est la politesse du désespoir, donc ça c'est assez classique, mais c'est vrai, la genèse de Passarone qui est exposée aujourd'hui, c'est effectivement ce livre, Franco et moi, qui a été plutôt fait sur le principe du journalisme gonzo, dont le plus éminent des représentants est Hunter S. Thompson, que vous connaissez peut-être, qui est donc cet écrivain américain, à qui il arrive plein d'aventures et qui est très connu pour avoir fait un livre qui s'appelle Las Vegas Parano, qui a été ensuite adapté au cinéma par Terry Gilliam. Et c'est vrai que c'était un petit peu ma référence la plus évidente, mais surtout au-delà de ça, c'était un travail, je rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que tu n'as pas vraiment d'idée préconçue sur un sujet et que le sujet s'impose un peu de lui-même. J'étais en Espagne, j'étais à Madrid, j'étais vraiment en vacances. Et j'ignorais que l'énorme croix de 150 mètres de haut que j'apercevais parfois en empruntant le périphérique de Madrid, qui était un petit peu au loin, était le mausolée de Franco. J'ai donc décidé d'y aller, j'y suis allé, et je suis tombé sur une espèce de complexe monstrueux, totalement hagiographique évidemment, qui a été voulu au départ comme une sorte de mémorial de la guerre civile, voulu
par Franco, et qui ensuite, à sa mort, est devenu son tombeau, son mausolée, et qui reflète absolument tous les travers de tous les dictateurs de la planète, parce que évidemment, vous avez cette espèce de volonté assez morbide de laisser une trace dans l'histoire et de laisser, si possible, la trace la plus grandiose qui soit. Donc vous avez les pyramides d'Égypte, c'est assez difficile de battre les pyramides d'Égypte en termes de tombeaux et de monuments à sa propre gloire. Vous avez le Taj Mahal. Et en Espagne, vous avez cet endroit qui s'appelle El Valle de los Caídos, qui littéralement signifie la vallée de ceux qui sont tombés. Donc un monument, je le répète, au départ voué à accueillir les restes de tous les combattants de la guerre civile, et ensuite donc transformé en mausolée de Franco à sa propre gloire. C'est un endroit donc qui est assez morbide parce qu'il il a longtemps servi de lieu de pèlerinage pour à peu près tout ce qui se fait de plus rance en matière de fascisme européen et mondial, et évidemment franquiste. À tel point d'ailleurs que ça a fini par gêner au bout d'un moment le gouvernement espagnol, qui en avait assez et de ça, et qui voulait aussi se faire un petit peu entendre dans cette idée que le franquisme était quelque chose de très silencieux, et qui a décidé donc de faire transférer la dépouille de Franco dans un cimetière plus discret en périphérie de Madrid. Et c'est ça en fait l'origine du livre Franco et moi, qui s'appelait au départ Amusons-nous avec Franco, et qui est tout simplement une forme personnelle de réaction que j'ai face au grandiose et au ridicule, qui est l'éclat de rire. Quand je vois un monument aux morts dictatorial, je peux pas faire autrement que rire, parce que c'est tellement absurde et idiot que... Est-ce que tu peux nous lire ça pour donner une idée du ton du livre, justement? Je peux le lire, effectivement. Ou... Non, ça va. Donc, le truc énorme en question, cette fameuse croix, s'appelle El Valle de los Caídos, la vallée de ceux qui sont tombés. C'est grandiose et très gris, un peu comme du Jean Nouvel, mais moins cher. D'autant que ceux qui l'ont construit, c'était justement les prisonniers républicains qui moisissaient depuis 15 ans en tôle, à rien foutre. Pas mal sont morts pour ça. Seuls 2 ont pu s'échapper du chantier. Encore un point commun avec nos chantiers à nous, publics, où des sociétés de sous-traitance emploient des sans-papiers, quasi-esclaves, qui parfois, ces ballots, meurent pendant les travaux. Donc c'est une forme de va-et-vient entre l'actuel et le passé. Et le texte, je ne vais pas lire tout, c'est pénible, et qui m'oblige toujours à revenir sur le terrain du franquisme, et qui pourtant m'oblige toujours à partir aussi, d'où l'espèce de rythme qui s'appelle, qui dit mais je m'éloigne du sujet, qui revient tout le temps. Mais je ne vais pas vous expliquer le bouquin, je pourrais vous le faire passer tout à l'heure si vous voulez. L'important, c'est que c'était ça suscite le rire, ça suscite la moquerie, le sarcasme, et c'est ce qui a sous-tendu tout le projet. Et c'est vrai qu'après, avec Passarone, j'ai un peu laissé tomber l'humour, mais j'y reviendrai puisque je suis en train de travailler sur Mussolini, sur un sujet sur un livre qui va s'appeler Mussolini et moi. Mais voilà. Tu as vu les questions? Parce que c'est exactement ce que j'avais dit. Mais oui, justement. Moi, j'aimerais qu'on parle justement du livre avec toi, Philippe, puisque je le disais tout à l'heure, ton travail est très narratif. Il est très livresque, il est très cinématographique. Tu citais Godard tout à l'heure, c'est pas absolument anodin. J'aimerais que tu nous parles de la finalité potentielle du livre en tant qu'acmé photographique pour un auteur. J'aimerais aussi que tu répondes à la question un petit peu fatale, parce que tu as fait 2 livres. Il y a No Pasa Nada sur l'Espagne, il y en a un qui vient avant qui s'appelle Être Sudette, qui parle des Sudètes. Et autant tu parles d'un silence et d'une absence avec No Pasa Nada, mais tu parles un petit peu de la même chose avec ton livre précédent, Être Sudette. Là aussi, tu parles de quelque chose qui n'existe plus et que plus personne ne voit. Donc là encore, tu travailles sur l'invisible. J'aimerais que tu me dises quelques mots là-dessus. Là déjà, il y a peut-être une volonté déjà de donner un peu justice ou une voix à ceux qui n'en ont pas eu pendant l'histoire. Au niveau du traitement photographique, comme on le voit sur cette image, je crois que depuis quelques années, je me sens un petit peu à l'étroit avec uniquement la photographie, et j'ai besoin d'ouvrir, de respirer, d'avoir plus d'espace, et donc de mélanger des éléments comme du texte, mais le texte qui peut d'une certaine manière devenir visuel. Avec des dessins, on va voir ça tout à l'heure. On peut voir ça tout de suite aussi, parce que si je peux me permettre, tu as plus de respect pour l'image nette, l'image bien cadrée, tu utilises le flou, tu utilises toutes sortes de méthodes. En fait, tu n'as pas du tout une approche classique photographique, c'est une approche très personnelle. Et ça aussi, on aimerait bien que tu nous en dises quelques mots. Ouais, donc j'ai un besoin de
en fait, quand je travaille un sujet, j'ai besoin de absolument pas j'ai besoin d'une énigme, de me demander ce qui se passe. Et c'est ça, en fait, qui amène la réflexion et donc à tatillon de faire des images qui sont donc, quand on travaille sur la mémoire, qui sont donc purement symboliques, puisque la mémoire, enfin les faits de mémoire ont disparu. J'aime beaucoup l'idée comme ici, quand on travaille les textes, d'être dans l'inachevé, d'être justement dans le hors-champ, ou de ne pas être encore, quand le texte est au propre, par exemple, je trouve beaucoup plus intéressant quand on voit des manuscrits d'écrivains, voir comment on a travaillé les textes. Pour moi, il y a toute cette idée, le travail d'un artiste ou d'un photographe m'intéresse plus dans le making of plutôt que dans l'objet fini. Donc, pour moi aussi, tous les sujets, tous sont compliqués, et je trouve que souvent dans le reportage, on a une approche un peu binaire, avec selon les pays où on se trouve, à côté, il y a les méchants et les gentils. Et moi, c'est pareil, je trouve que il faut travailler l'énigme. Et donc tous mes projets sont labyrinthiques en fait, parce que je rentre, pour moi il faut rentrer dans le labyrinthe. Dans le cadre du Silencio, c'est un labyrinthe qui est toujours en cours, puisque ce silence est littéralement imprégné dans la société espagnole. Donc c'est en fait un labyrinthe contemporain. Parce que l'idée du labyrinthe, c'est que vous faites un parcours, puis quand vous arrivez au centre, vous vous libérez, vous arrivez vous arrivez à résoudre l'énigme. Mais dans les labyrinthes contemporains, il n'y a pas de centre. On tourne en rond, et la seule moyen d'atteindre le centre, c'est en fait se rendre compte qu'il n'y a pas de centre. Et là, on se libère. Donc là, à un moment, le livre va s'arrêter sur le constat en disant, on peut pas résoudre, on peut pas photographier le silencio, ou pour photographier le silencio, il faudrait passer sa vie à le photographier. Il faudrait aller dans tous les villages, dans tous les paysages d'Espagne, parce qu'il est partout en fait. Et donc le livre s'achève sur une porte murée. Et mon avis, mon intention dans l'expo, si vous allez la voir au parc, c'est d'amener le regardant, le lecteur, dans cette énigme. Et donc vous verrez le texte, par exemple, il est caché. La première chose qui m'intéresse, c'est que vous rentriez dans les images et que vous imaginiez ce que vous voulez. Et en fait, en découvrant le sujet, vous allez faire des liens. Mais en fait, ça se passe en étapes. Je rebondis sur l'énigme quand même. Est-ce que tu n'as pas peur de perdre un peu les gens en étant concentré justement sur le symbole, sur la photo, on en parlait tout à l'heure, émotion? Est-ce que c'est pas un petit peu de la photo égoïste que tu pratiques ou tu oublies les autres? Non, c'est d'amener les gens plus près du processus créatif, qui est pas quelque chose qui est déterminé, qui est toujours, c'est toujours à tâtons. Souvent, un peu comme quand vous peignez, vous ratez et vous refaites une couche par-dessus. Et en fait, la couche qui se superpose donne quelque chose de plus intéressant que ce qui était avant, que vous de toute façon considérez raté. Mais donc c'est infini, ça s'arrête jamais. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et donc voilà, il y a aussi cette idée d'échapper à la temporalité, et aussi une façon de résister au temps qui est maintenant ultra rapide, où on consomme des images. Je crois que quelqu'un a calculé, il n'y a pas si longtemps, que pour regarder tout ce qui est publié pendant 5 minutes sur Instagram, il vous faut 85 ans. Sans dormir, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Donc, juste pour 5 minutes. Dans le même ordre d'idée, l'espace de 10 minutes, on a fait et visionné plus d'images que pendant la totalité du 19e siècle. C'est intéressant aussi comme donnée. Et donc pour revenir, voilà, donc il y a une idée de perte de contrôle aussi du temps. Et du coup, il n'y a pas forcément de fin. Le projet est terminé, mais des nouvelles photos sont apparues, comme celle-ci par exemple, qui a été créée pendant l'impression. Parce que quand vous imprimez un livre, on imprime une série de pages, et quand vous passez aux pages suivantes, il faut épuiser l'encre. Et là, c'est un processus très intéressant, parce que on fait tourner le papier sur du papier qui est destiné à être recyclé, et la page
suivantes, les pages suivantes s'impriment sur les pages précédentes. Et vous avez des mélanges. Et ce mélange, en plus, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Il y a la photo ancienne qui petit à petit s'amenuise et la nouvelle qui apparaît. Et ça donne des trucs très intéressants. Et en général, les photographes, quand ils assistent à ça, ils commencent à prendre des feuilles, à les photographier et à les emmener chez eux. Et donc voilà, par exemple, là, c'est une des photos qui est... C'est aussi un processus que tu pourrais filmer. Et comme tu as une approche assez cinématographique également, tu citais Godard, ça nous rapproche des travaux qu'ont pu faire des gens comme Ackerman, comme Depardon. Pourquoi tu laisses pas tomber l'appareil photo pour te consacrer à la vidéo? Alors, en fait, il y a deux choses. C'est que, déjà, pour les photos nettes, donc tu as compris que moi, ça m'ennuyait considérablement. Tu peux faire des vidéos floues, hein, c'est possible. J'aime beaucoup les photos nettes et classiques. Il y a des gens qui font ça très bien, comme le photographe Sébastien Bruno, qui a un travail extraordinaire, d'un classicisme complet, et pourtant c'est très contemporain. Donc j'adore regarder, mais le faire, ça m'ennuie. J'étouffe en fait. Donc, et pour le cinéma, c'est encore autre chose. Contrairement à maintenant, moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas énormément d'accès à la culture. Et ça se passait surtout par les films, quand je regardais la télé, les magazines photos, les magazines de cinéma, où je voyais des photos de films que je n'avais pas encore vus, mais que j'avais vus dans ces magazines, comme Taxi Driver, par exemple. Donc là, je connaissais la tête de Robert De Niro, et aussi la BD. Donc ma culture d'image est rentrée comme ça. Et du coup, à un moment, à l'adolescence, enfin à la fin de l'adolescence, en voyant des films comme Stranger in Paradise de Jim Jarmusch, qui ont eu un impact énorme, ça m'a donné envie de faire des photos. Mais pas du cinéma, faire des images comme dans les films. Peut-être des images comme dans les magazines photos que je regardais. Tu as pourtant un passé d'acteur glorieux, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, je ne sais pas si on va avoir le temps. C'était une carrière très brève d'ailleurs. Mais intense. Et c'était un rôle muet en plus. J'avais le rôle principal par contre, mais le film durait 10 minutes. Et du coup, j'ai perdu le fil. C'est pas grave, tu nous parlais de cette espèce de palimpseste permanent. Et donc il y a une idée de faire du cinéma, peut-être, mais avec des appareils photo. L'idée aussi du cinéma, c'est qu'il y a un travail d'équipe. Il peut y avoir une installation technique très longue et compliquée. Hein, et puis, donc, je pense que la photo, l'idée de faire tout soi-même me plaît beaucoup. Et donc là, vous voyez les différentes couches qui ont pu être sorties pendant l'impression, mais aussi après, en faisant des... Donc c'est et tout ça, c'est des chutes en fait que tu récupères? Il y a des chutes, et puis après, des chutes que je réutilise et sur lesquelles je vais peindre, dessiner, etc. Donc là, par exemple, c'est une plaque pendant l'impression. Donc vous verrez la photo au parc. Et quand vous irez à l'intérieur, il y a une petite expo de genre de post-photographie. Et cette photo est reprise dans sa version. En fait, là, c'est juste pour passer l'encre noire. Et donc la dame perd ses yeux et rentre dans une autre ambiance. Et là, c'est un autre exemple avant de repasser à Patrick. Ça, c'était la photo d'origine que j'avais transformée en rouge parce que elle était très orange dans un petit village au nord de Madrid. Et le jour où je l'ai exposée, elle a été exposée dans un grand dos bleu. Malheureusement, le dos bleu avait eu un problème d'impression et il y avait des grosses lignes dessus. Et je me suis dit, mais c'est pas possible de montrer ça à un public exigeant. Et du coup, la veille, j'ai décidé de repeindre le dos bleu avec de la peinture. Et en fait, alors il faut savoir que le dos bleu, c'est un papier qui coûte 25 €. Et du coup, j'en ai fait une espèce d'œuvre unique, repeinte. Et le résultat, en fait, était beaucoup plus intéressant que la photo d'origine. Ça donne quelque chose comme ça. Et en plus, j'ai pu le récupérer. Et du coup, maintenant, j'ai tendance à peindre mes dos bleus et à en faire des peintures qui sont donc c'est des photos sur du papier vraiment très bon marché. Et donc voilà le type
de recyclage. Bah, ça confirme ce que je disais sur le côté infini de tes photographies, en fait, qui ne s'arrêtent jamais parce que tu reviens dessus, tu les traites de façon différente et tu reviens dessus, et ainsi de suite. Et tu laisses aussi le hasard jouer un grand rôle. Et puis voilà, recadrer, travailler tout ça. Donc voilà, j'avance. On pourra arriver aux photos de Patrick. Et donc, là, on reviendra tout à l'heure là-dessus, mais il y a des photos des villages de Patrick, parce que accessoirement, en photographie, on doit aider aussi ses collègues photographes, et donc j'ai servi de fixeur, chauffeur. J'amenais les sandwichs parce il mange beaucoup, il mange beaucoup quand il fait ses photos. On verra ça tout à l'heure. Et on a pas mal de photos quand même. Hein. Je t'avais dit. On arrive tranquillement à voilà, vous voyez. Donc. Encore 92 photos et normalement c'est la prochaine, voilà. Et on arrive à cette merveilleuse image qui vous accueille quand vous rentrez dans l'exposition de Patrick. Je tourne ma page. Donc, on arrive à Passarone. Voilà. Alors, Passarone, donc, tu nous as expliqué pourquoi ça s'appelait comme ça. Mais alors là, on est donc dans le même sujet que Franco et moi. Mais là, on rentre dans quelque chose de complètement différent. Déjà, c'est plus ciblé sur un projet vraiment serré. Ce sont ces villages. Le sujet, alors, du coup, est moins connu, exactement comme les Sudètes. Tout à fait inconnu en France. Et le Silencio. Ça a l'air, un peu comme le Canada Dry, mais c'est une vieille pub, donc les gens vont pas savoir. Personne ne se rappelle de ça. Savoir, ça a l'air d'un reportage classique, mais en fait, c'est pas du tout un reportage classique. C'est le contre-pied complet de. Non, on a encore une heure, on avait convenu. C'est le contre-pied complet de Franco et moi, au sens où avec Franco et moi, c'est quelque chose que j'ai fait rapidement avec un appareil compact argentique tout petit que j'ai utilisé pendant quelques jours, qui est la base, qui a nourri totalement le projet, et donc quelque chose de très léger que j'avais dans la poche, que je pouvais tenir à bout de bras. Il y a des photos qui sont presque prises au hasard. L'aspect formel, graphique, n'avait pas beaucoup d'importance, on était plus dans le symbole. Et là, j'ai décidé de prendre le contre-pied complet de cette approche-là, en allant justement dans des endroits avec un appareil photo beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, beaucoup plus imposant, qui m'obligeait à vraiment réfléchir aux photographies, réfléchir au sujet, réfléchir à ce que je photographiais. J'étais dans un travail qui était nettement moins instinctif, qui était, à mon avis, qui se voulait le reflet de l'histoire de ces villages parfaits dont on parlait tout à l'heure. Et pour réutiliser l'expression que j'ai utilisée, et aussi celle que Philippe a employée, cette chape de plomb que l'on ressent partout dans ces coins-là, et qui est simplement la trace invisible du franquisme, qu'on ressent vraiment sur soi. Et j'ai trouvé que l'approche frontale, très graphique, pouvait souligner cet aspect-là. Et c'est vrai qu'on perdait toute forme de drôlerie. On est sur l'échelle de Patrick Sébastien, le sujet est assez bas. C'est vraiment très en même temps, pour ceux qui t'ont accompagné, il y avait des moments assez comiques. Comme là, par exemple, exclusivement, vous pouvez voir comment Patrick prend des photos. Donc, il danse un petit peu, il saute. Des fois, il passe en arrière. Mais pourquoi la couleur? Parce qu'on est passé du noir et blanc à la couleur, subitement. Eh ben, je ne sais pas. Non, en fait, j'avais conçu le truc en noir et blanc. Et après avoir fait le travail, j'avais donc fait plein de petits tirages, une petite, 200 tirages que j'avais fait en petit format en 13-18. J'avais une grosse pile de tirages noir et blanc. Et j'avais montré ça à Philippe notamment, j'avais étalé ça par terre en lui disant voilà ce que j'ai fait, donc en espérant des louanges. Et puis, j'ai pas eu beaucoup de louanges, hein. J'ai eu surtout des remarques acerbes et désagréables, mais néanmoins constructives. Et le truc, c'est que j'avais quand même, je sais pas pourquoi exactement, ça m'est venu comme ça, j'avais quand même fait tirer 3-4 images en couleur. Les mêmes, mais en couleur. Et au bout d'un moment, une fois qu'il a eu fini de visionner toutes les photos, j'ai sorti les images couleurs en disant bah tiens, j'ai fait de la couleur aussi. Et là, j'ai vu son œil s'allumer. Et j'ai compris que j'étais mal et que j'allais devoir tout refaire en couleur. J'ai ensuite montré ça à d'autres personnes qui m'ont dit ouais, couleur. Donc j'ai tout jeté
et j'ai tout refait en couleur. Ça m'arrache, ça me fait mal de le dire, mais je pense que tu avais raison, que la couleur était mieux. Il y a un film de Wim Wenders que j'aime bien, qui s'appelle L'état des choses, qui raconte le désastre d'un tournage aux États-Unis. C'est un film des années 80, et il y a un personnage qui est joué par un acteur dont j'ai oublié le nom, qui joue le chef-op, c'est-à-dire celui qui est chargé d'éclairer les scènes. Et il dit, il tourne en noir et blanc, et il dit la couleur c'est la vie, mais le noir et blanc est plus réaliste. Alors j'essaye de naviguer entre ces deux aspects. Alors justement, là, cet été, coup de théâtre, l'Espagne, tu pars en Italie, Oui. Et tu travailles sur un sujet beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger, effectivement. Et intéressant. Donc, tu es en train de démarrer, c'est quelque chose dont tu as déjà le titre, tu appelles Mussolini et moi. Voilà, ça va alors les photos que vous voyez ça va être la suite de ça. Oui, ce que vous voyez là, ces personnes ne les a jamais vues. On n'a jamais vu. Ouais. Et comme vous avez l'air d'être toujours vivant et tout, c'est parfait, vous allez pouvoir profiter de ces photos. Et donc, alors c'est un travail qui rejoint beaucoup Franco et moi. Donc, retour de l'humour. Voilà, retour de l'humour, du noir et blanc, retour du texte et retour du noir et blanc. Je me suis dit qu'il fallait faire une forme de continuité et qui cette fois est consacré à Mussolini. Mais alors c'est très intéressant le rapport que l'Italie entretient à son passé. Autant l'Espagne se réfugie dans le silence et l'anoxie. Autant les Italiens ont opté pour autre chose, c'est-à-dire de fondre totalement l'histoire fasciste, l'histoire mussolinienne, les monuments fascistes et mussoliniens dans le contemporain. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller en Italie, vous allez passer devant des immeubles fascistes, des statues fascistes, toutes sortes de rappels, des symboles, des aigles un peu partout. Il suffit de prendre le train et d'aller à Milan. La gare de Milan, c'est une architecture fascisme par nature. Si vous allez à Florence pour admirer les merveilles de la Renaissance, c'est pareil, la gare de Florence, c'est une architecture fasciste. Donc vous êtes complètement dedans, vous êtes immergé dedans, à un point où vous ne vous en rendez même plus compte. Donc le projet c'était ça. Le prétexte c'était d'aller voir la tombe de Mussolini qui est citée dans la ville de Predapio, qui est près de Rimini. Et il y a sa crypte, on peut la visiter. Et à partir de là, refaire un petit peu la même chose que Franco et moi, mais en l'adaptant à la sauce italienne. Donc ça c'est un livre qui va, j'espère, sortir au printemps. Donc j'espère pouvoir le présenter à ce moment-là. Mais je crois qu'il est temps de conclure parce que le temps, non, il nous reste combien de temps là? Plus tellement, mais on pourra enchaîner encore. Donc tu peux, surtout qu'on doit montrer nos pères. Donc tout à fait. J'attends ta question parce qu'il y en a une. Oui, il y a une autre question et je sais plus laquelle c'est. Si c'était tes futurs projets. C'est ça, évidemment. Et donc toi, il te reste Marseille. Comme je vais montrer les photos inédites, je me suis dit je vais faire pareil. Donc avec des photos inédites aussi. Je suis en train de faire une résidence à Marseille sur 2 ans. Et donc, les photos que vous voyez sont un petit peu des inédits de ce qui est en train de se faire maintenant, d'un projet en cours qui ne sait pas où il va, exactement comme les précédents, qui est déjà très labyrinthique, parce je travaille sur la frontière marseillaise. Je vais vous les passer vite fait, plus vous laisser baigner par l'univers. Donc, voilà. Pardon, mais si je peux me permettre, c'est vraiment du dolo pur jus, quoi. On retrouve la méthode de travail que tu as eue avec No Passa Nada et les Sudètes. C'est un mélange d'images fragmentées, c'est des agrandissements, on est là encore dans le symbole, dans la photo émotion, dans la photo très personnelle. Il va falloir expliquer. Ou pas. T'es pas obligé, en fait. Ou pas, non. Je crois qu'on a déjà répondu à cette question. Là, il y a une évolution. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de dessins, de textes mélangés aux dessins et aux photos, et de trouver une zone où tout ça s'harmonise. Donc là, c'est en cours. Je pars des photos en général, et après, on avance. Et alors là, on arrive aux dernières parties de cette présentation. Enfin. Tant attendu, parce que on a constaté, parce que c'est pas la première fois qu'on fait des présentations communes, qu'on a en fait fait plusieurs fois des photos au même endroit. Et donc on avait décidé de vous proposer un jeu extraordinaire qui consiste à deviner qui a pris la photo, puisqu'on a exactement les mêmes lieux. Donc là, vous avez par exemple un jeune Patrick qui est en train de photographier un jeune Philippe, mais on prend la même pose. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on a plein d'images communes, parfois prises au même endroit, et parfois prises à la même minute, ou voire quelques secondes après. On va voir ça. Donc là, mais ça date pas d'hier, puisque là, vous avez une photo de Berlin. Pour celle de gauche, qui est la mienne, en fait, comme vous n'allez pas faire le jeu, on va le faire. Elle a été prise à l'époque où le mur existait encore.
alors que toi, il venait juste de tomber. Ouais. Enfin, bon, voilà. Là, on est au Brooklyn Museum à New York. On a photographié notre statue de la liberté à hauteur d'homme, ce qui est possible à Brooklyn. Donc, donc on arrive en Espagne, et donc voilà, on a photographié les mêmes choses. Donc cette photo qui est donc à l'expo, et la mienne à droite en noir et blanc. Donc, et donc quand Patrick réussit une photo, il est très content, et parce que c'est des sujets sombres, mais il éclate de joie, il fait des danses parfois. On avait dit que ça serait une conférence drôle. Je pense qu'on a vraiment réussi. Donc on a rajouté des photos un peu bizarres. La vallée de Los Caídos, donc vue par Patrick et moi-même. Et dans un de ces villages, il y avait ce couple avec cet enfant, un couple modèle avec cet enfant. Donc moi j'ai choisi de rester sur l'enfant. Vous voyez. Donc on est au même moment, avec deux visions. Là c'est le monument des Brigades internationales près de Madrid, et juste à côté vous avez des tranchées de la guerre civile qui ont été très partiellement restaurées. Patrick a photographié le monument, moi je suis allé faire des photos dans les tranchées. Mais c'est le même lieu, le même jour. Voici les bunkers qu'on trouve, des entrées de bunkers. Donc vous voyez et du coup on se photographie quand les photographes sont ensemble, ils se photographient mutuellement en essayant d'avoir une photo sympa. Donc voilà. Et voilà un autre exemple typique. La dame, enfin c'est presque le festival de Cannes quand Robert De Niro arrive. On photographie comme des fous. Et donc cette dame a eu droit à être immortalisée. Et ce qui est amusant, c'est qu'on fait les photos sans absolument avoir conscience que l'autre est en train de faire la même photo. En fait, quand on photographie, je trouve que c'est un acte assez solitaire. On est assez dans son cadre. Souvent, on a l'œil collé au viseur, donc il nous isole du monde. On ne voit que ce que voit l'appareil, on ne voit pas ce qu'il y a autour. Et c'est assez rigolo, quand on compare ensuite les images, de constater qu'on a fait quasiment la même chose au même moment. Ce qui nous a donné l'idée de faire cette conférence. Cette petite paire, oui, et puis qui est bientôt finie, oui, d'ailleurs. Heureusement. Après, après c'est le karaoké. Et là, par exemple, vous avez ce cimetière qui est tout près de Madrid. Ceux qui y sont allés, quand vous atterrissez à Madrid, de l'aéroport, vous pouvez voir une énorme croix blanche dans la montagne. C'est le cimetière de Mongurbio, de Paracuelo de Yaramas. Et où il est strictement interdit de faire des photos. Et vous voyez qu'on a fait nos photos discrètement. On a respecté cette interdiction. Ce sont des fosses communes de franquistes exécutés par les républicains lors de la chute de Madrid au début de la guerre civile. Donc c'est un lieu de martyr. Là, vous voyez, Patrick a choisi de photographier tout en bas, et moi j'étais resté en haut. Voilà. Voilà, donc c'est des paysages communs, on avance, on est presque fini. Vous voyez, on se photographie mutuellement de façon classique au centre. Et donc voilà, c'est terminé. On termine avec une photo de l'Italie à gauche, et puis une photo de Marseille à droite, et on est déjà dans les photos communes. Et donc on vous remercie. Sans même le savoir. Ouais. En vous remerciant beaucoup pour ce moment de souffrance intense. De souffrance terrible. Merci.